Sébastien Ballandis est écrivain, photographe, cinéaste et professeur de philosophie. En pause. Mais ça raconte quelque chose sur toi, donc je l'ai quand même... malheureusement. Ouais. Il est né à Avignon et il vit aujourd'hui dans la région de Lyon. Il est venu à l'écriture par l'image, qu'elle soit photographique ou cinématographique, et chacun de ses livres est écrit à partir de ses propres photographies. Il travaille avec la photographie analogique et expose occasionnellement ses clichés. Il filme également en Super 8 les espaces, les paysages, les êtres qui sont importants pour toi. Il publie son premier roman en 2013, intitulé « Une dernière fois la nuit » aux éditions Stock. Et il est l'auteur aujourd'hui de 8 romans, 4 chez Stock, et les suivants, donc, chez Actes Sud. Donc ça fait moitié-moitié exactement. Jolie collection. Un endroit où aller. Donc son dernier roman en date, qu'il vient de vous montrer, 24 fois l'Amérique, qui vient tout juste de sortir en mars. En mars, oui. Voilà. Il a réalisé, ça c'est la dernière chose que j'aimerais dire quand même sur toi, 3 courts-métrages. Aux formes hybrides. Voilà, ou expérimentaux, on pourrait dire. Oui, un peu, ça rentre quand même dans... Le documentaire, la fiction expérimentale, l'essai poétique autour d'un personnage rarement, plutôt autour de paysages. Paysages qui sont traversés dans mes livres également. Voilà. Et qui sont régulièrement présentés en festival. Voilà, merci de m'accueillir pendant un mois, je suis ravi d'être là. Enfin, voilà, on a beaucoup de chance d'être ici, vous pouvez l'imaginer. Alors, je vais vous présenter quelques extraits, une petite dizaine de minutes, de mon dernier livre, 24 fois l'Amérique. Chacun de mes livres traverse un paysage particulier, se déploie autour d'un espace, d'un paysage particulier, souvent méditerranéen, cette fois il est américain. Et le livre se présente comme une traversée du nord-est des États-Unis. Le livre commence un été dans la ville de New York et soudain, le narrateur décide de quitter cette ville pour espérer retrouver la femme qu'il aime, Marianne, qui vivrait au bord du lac Michigan, près de Chicago. Et c'est une traversée qui va se déployer en 24 séquences. Et je vais vous lire des extraits de 2 séquences, la séquence 14 et la séquence 16. Dans chaque voyage, ma conduite répond à l'invitation des cartes géographiques. Je crois toujours à ce qu'elles promettent, à ce que peut réserver un simple nom propre. J'aime les éclairs de chance plus que les boussoles. Depuis le matin, je file droit, et l'inspiration fait défaut. Les heures avancent, les rives du lac Michigan, terme espéré du jour, demeurent à distance, je dois reconsidérer le trajet. Je m'attable un court moment à la terrasse d'Archies, et 10 minutes suffisent pour constater qu'Archies est le paradis des bikers. Par chance, à proximité, se trouve le Baldwin Park, baigné par la rivière Grande. Je n'ai pas le goût de reprendre le volant, je guette l'ombre, traîne au milieu des chênes, le soleil frappe fort, enflamme leurs cimes. Le pollen blanchit les allées, je cherche la rivière. Dévale le creux d'un ravin, les arbres s'agrippent à la pente, je zigzague entre leurs racines dénudées, coupe à travers une étendue de fleurs sauvages et de touffes d'amourettes. Il y a dans l'air une langueur de jour férié, et celle-ci vient s'imprimer sur le visage des promeneurs. Après avoir contourné un ensemble de petites habitations aux verrières cachées dans la verdure, accrochées aux barrières qui les clôturent, des porte-bouquets, des vases balustres vides ou remplis de terre, j'atteins les pontons. Mes yeux rougis à force de suivre la ligne droite et blanche de la route, mes yeux brûlés de chaleur et de fatigue plongent le paysage et l'horizon dans l'indistinction. Les rayons du soleil se faufilent entre les arbres hauts pour toucher par pulsations inégales les planches et ma peau. Tout tremble. Avant la première baignade, le sommeil et la rêverie me surprennent. Pendant 1 heure, des images de Marianne et des temporalités diverses se mélangent. Marianne sur la côte Ligure, dans le fourmillement des baigneurs, et s'inquiétant le soir dans la minuscule chambre du Soggiorno Marino de l'apparition de points rouges dans la partie haute de ses seins, au niveau des bretelles du soutien-gorge. Elle le savait, cette allergie renaissait dès que la fin de l'été approchait. Marianne, dans cette même saison aimée,
au cœur de la pinette varoise, se retournant à ma demande, pour que la caméra enregistre sa marche et son visage. C'est cette image qui me point en particulier, revenue d'un territoire aujourd'hui effacé des cartes, où l'air était trop chaud et trop rare, et les piqûres de moustiques difficiles à soulager. Marianne enfin l'hiver, lisant et somnolent, emmitouflé dans un pull en laine rose, dans la chambre de l'hôtel du Vercors, et je me demande si lui aussi n'a pas disparu. En début de soir, les abords de la rivière Grande oscillent entre les derniers cris des enfants et les premières promenades plus silencieuses d'avant-dîner, la course sportive et les esquisses de flirt des adolescents. Petit à petit, à mesure que la lumière disparaît, l'eau immobile se confond avec le ciel dans un gris de photographie, rehaussé par l'éclat franc d'un maillot et d'une chemise rouge qu'une baigneuse retire. Je plonge, la froideur inattendue revigore, dans 1 heure, je toucherai la ville et les rues anodines de Charlotte. Dans le prolongement du Whitechase Café, seule l'enseigne verticale du Eaton Theatre clignote encore, et une femme, juchée en haut d'une échelle, s'apprête à changer les affiches des films projetés. Des films de super-héros, me dira plus tard, et avec déception Juliane. Elle m'autorise à entrer dans le hall du cinéma, et je prends plaisir à fouiller dans les cartons remplis de photographies d'acteurs et d'actrices de l'âge d'or hollywoodien. Même si je ne suis pas certain d'avoir déjà vu un film la mettant en scène, je connais le nom de Veronica Lake et son visage, sur lequel une longue mèche blonde tombe, cette mèche qui cachait son œil droit et grandissait le mystère qui l'entourait. « You can take it », insiste Juliane. Avant de se présenter, elle répète sa déception devant la programmation. Dans un cinéma si beau. Mais crois-moi, elle n'est pas de mon fait. J'acquiesce devant la beauté de l'édifice, son grand chapiteau carré, son architecture art déco, son âge presque centenaire. Et encore, tu n'as pas vu la salle. Juliane travaille au Eaton le temps de l'été et restera à Charlotte pour accompagner sa mère malade. Je suis seul avec elle. Même si ses confidences demeurent pudiques, je suis surpris et touché par ce dévoilement à ce point direct. Juliane rêve de reprendre son existence d'artiste. Elle a pratiqué différentes formes artistiques, et le cinéma en particulier, lorsqu'elle étudiait à Chicago, dans une des universités américaines les plus prestigieuses, dit-elle avec fierté. Et de nouveau, il y a là quelque chose qui m'émeut. Elle rêve d'Europe, a un goût affirmé pour le cinéma des années 60, aurait parié que j'étais français. Quand la ville commence sa nuit, quand elle a fermé les grilles du Eaton, il n'est pas rare que Juliane projette d'autres films, plus sensibles, pour elle seule. Elle me voit sourire, lit mon étonnement, m'entraîne à sa suite dans l'unique salle de cinéma. Une centaine de fauteuils rouges repliés, un balcon, un faux ciel étoilé et un espace un peu caché. Après la dernière rangée, dans un renfoncement, The Lover's Alcove, ainsi qu'elle le nomme. Nous prenons place, côte à côte, aucun accoudoir ne nous sépare. Sur l'écran, au cœur d'un mois d'août surchauffé, une femme déambule dans la ville de Madrid, se laisse porter par le courant de ses désirs, s'ouvre à l'imprévu des rencontres, renaît à la vie. Sans le savoir, Juliane a visé juste. Voilà le cinéma dans lequel j'aime m'abandonner. Celui qui filme une ville, arpente ses rues à travers le regard d'une femme, celui qui se montre attentif à tout ce que la plupart des films occultent, les moments suspendus, le temps qui passe, la lenteur des plans qui s'étirent, la vacance estivale, une lumière sur un mur transformée en événement. Nous quittons le Eaton par l'arrière et je remercie Juliane. Pendant la marche, nous épousons le rythme du film, et je me laisse aller à mon tour à quelques confidences, au surgissement d'émotions plus lumineuses. À la sortie de la ville, je ne sais qui prend la main de l'autre. Lorsque nous parvenons aux abords d'un champ, je le suppose vide, et ne comprends pas ce que nous faisons ici. Aucun lampadaire, aucun projecteur ne laisse deviner que nous marchons dans l'ancien drive-in de Charlotte. Nous finirons pourtant par nous approcher de la maison de projection, où tout n'est que rouille. Nous toucherons une partie de la clôture d'origine, photographierons l'immense panneau qui annonçait la présence du cinéma en plein air, The Maple City Drive-In, tel était son nom complet. Nous nous allongerons au pied d'un grand mur blanc,
sali et ébréché. Je m'étonne du chant des criquets, d'un ciel privé d'étoiles. Juliane évoquera en passant le premier film projeté au Maple City, un western avec Charlton Heston en 1953. Elle me rappellera surtout la question et la demande de l'héroïne du film espagnol au garçon qu'elle rencontre. Pourquoi nous ne faisons pas l'amour? Juliane franchit le seuil de la chambre 123 à l'aube. Je dois être à la maison avant le réveil de ma mère. Elle se retournera, et c'est avec le souvenir de son visage clair et souriant que j'entre dans la dernière partie du voyage. Avec Marianne, nous étions arrivés par la station balnéaire de Beverly Shores, connue pour son légendaire front de mer, le Lake Front Drive, et son défilé de maisons d'architectes, de bâtisses art déco, témoins, fantômes pour certains, de l'exposition universelle de Chicago au début des années 30 une nouvelle fois. Nous avions réservé l'exploration du front de mer et de ses maisons de demain, ainsi qu'elles étaient nommées, pour la fin de la journée. Nous avions de quoi confectionner des burgers, du cheddar, du jambon fumé, du thé glacé. Une place de parking s'était miraculeusement libérée devant l'entrée de l'avenue principale du parc. Nous avions fui le monde, franchi un minuscule ruisseau, contourné d'autres zones humides, des marais, des tourbières. Nous nous étions égarés dans une savane de chênes. Les oiseaux chanteurs et une couleuvre rayée nous avaient accompagnés. À l'extrémité sud du parc, nous avions posé nos sacs et nos draps de bain, là où la plage n'avait plus de nom, là où la pente et l'inclinaison des dunes formaient presque un angle droit. L'ombre des aulnes nous attendait, nous avions marché longtemps, pour autant nous n'étions pas seuls. Deux couples, bouteilles de bière à la main, s'efforçaient de suivre le rythme d'une musique électronique, muscles lourds et ventre en avant. Nul doute qu'ils percevaient notre agacement, la puissance des décibels ne diminuait pas, nous étions patients. Bientôt, les hommes regagneraient leur puissant hors-bord, les femmes s'installeraient dans une grande bouée noire, attendant d'être tractées et secouées. Nous préférions cet autre couple, plus jeune, émouvant et discret. Ils étaient venus avec presque rien. Une serviette pour deux, une bouteille d'eau, un appareil photo. Ils se ressemblaient, avec leurs cheveux noirs et longs, leurs corps sveltes et tatoués. Ils ne se désenlaçaient jamais, sauf lorsque le garçon photographiait celle qu'il aimait. Nous multiplions les baignades, encore encouragés par la tiédeur de l'eau. L'envie de faire l'amour nous prenait, et là aussi nous étions patients. Nous poursuivions nos lectures, au fil des heures, l'ombre des aulnes devenait moins agréable. Nous déplacions nos draps de bain à mesure que le froid gagnait du terrain. Marianne commençait un nouveau livre, et je me souviens de la couverture, de la photographie en noir et blanc. À l'intérieur d'une pièce dévastée, on devinait le corps d'une femme, celui de la photographe, qui se confondait avec les lambeaux d'une tapisserie. Cette disparition ou cet évanouissement coïncidait, précisait Marianne, avec le sujet du livre. Nous n'avions pas vu le jeune couple partir. Nous grimpions et descendions, en glissant les pentes des dunes. La sensation de l'écoulement du sable sous nos pieds, aussi banale soit-elle, avait un goût d'inédit. Au sommet, je photographiais Marianne, avec mon vieil instamatique. Nous contemplions un ciel jaune et rose, les usines de Michigan City.